Merci aussi à toutes les personnes qui sont présentes. Je voudrais parler d'un thème, si vous voulez, qui est pas particulier en ce sens, mais qui s'inscrit vraiment dans l'ère du temps. Je voudrais peut-être rappeler très rapidement l'essentiel de ma démarche. En fait, j'ai vécu 12 ans aux États-Unis, j'ai vécu 9 ans à New York, et puis 3 ans dans une ville venteuse, qu'on appelle d'ailleurs The Windy City, puisque j'ai vécu 3 ans à Chicago. Alors croyez-moi, c'est pas les températures niçoises, il fait froid. Voilà, l'hiver, c'est des hivers à -20, -25. Donc, mais voilà, c'est aussi une ville que j'ai aimée. J'ai passé un 3e cycle sur la nature du temps en mécanique quantique à Columbia, à l'université à New York. Et c'est vrai que j'étais pas tellement, on va dire, dans le domaine spirituel proprement dit. Mais en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait déjà des dysfonctionnements dans notre manière de penser, dans notre manière d'être, dans notre manière de réfléchir. Et puis, c'était aussi une espèce de course, j'allais dire à l'armement, mais une course à la réussite, une course au matérialisme, une course avec toujours plus d'efficacité, etc., etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est produit en moi où je n'étais plus en accord avec le monde dans lequel je vivais et que je connaissais bien. Parce que parallèlement à cela, et parce que je vivais aux États-Unis, eh bien, j'ai rencontré des leaders cérémoniels amérindiens. Vous savez, dans les années 70, il se passait pas grand-chose parce que le réveil culturel commençait seulement à poindre à l'horizon. J'avais fait partie d'une association culturelle à Manhattan qui regroupait des Sioux, des Cheyennes, des Séminoles, des Sénécas, bref, si vous voulez, des représentants des premiers peuples. Alors bien sûr, ces gens-là, ces personnes, ces hommes et ces femmes n'étaient que très peu reconnus dans la société ou dans la culture américaine de l'époque. Si vous voulez, ce qu'on appelle le néo-chamanisme va vraiment émerger dans les années 80, lorsque toutes ces personnes se sont rendues compte qu'ils avaient une langue, qu'ils avaient des coutumes, comme les Bretons, comme les Alsaciens, comme les gens du Nord, comme les gens d'Occitanie, bref, si vous voulez. Et puis, donc, ils ont commencé à propager cette culture. Mais mon véritable réveil, en fait, ça a été le travail sur les vies antérieures. Ça a été quelque chose de tellement particulier pour moi, ce revécu, ce travail sur des événements qui ne s'étaient pas produits dans le présent. Alors bien sûr, cette causerie, elle ne porte pas là-dessus maintenant. Je veux vraiment parler d'énergie info, de parler de code cardiaque et puis aussi de code universel, de code cosmique. Mais si vous voulez, c'est simplement pour retracer cette démarche le plus rapidement possible. Dans les années 85, alors je ne sais pas si c'est dû aux expériences de vie antérieures que j'ai eues, j'ai commencé à percevoir des lumières autour des gens. Et donc, de temps en temps, de voir des images d'enfance, des images de vécu, des maladies. Je savais qu'une personne était malade, etc., etc. Et puis, c'est un phénomène qui s'est peu à peu amplifié. Je l'ai raconté dans l'un de mes premiers livres, qui s'appelle Guérison spirituelle et immortalité. Il a été écrit, je l'ai écrit à New York, en fait. Je l'ai écrit en 90, 91, 92. Et donc, j'ai expliqué, si vous voulez, ce qui s'était produit pour moi. Et puis aussi, quelles étaient les possibilités non visibles de l'être humain et qui réellement était l'être humain. Alors sans entrer trop dans des travers, si vous voulez, à un moment donné, je suis entré dans une phase de révolte parce que je me suis dit, mais on nous a menti, on nous a trahis, on nous a trompés,
On ne nous a pas permis de découvrir le monde, on nous a simplement dit le monde est comme ça. C'est-à-dire une espèce de vision mécaniste, matérialiste, avec un univers où la conscience n'existait absolument pas. Mais si vous voulez, le phénomène s'est amplifié. Pendant plusieurs années, j'ai été cobaye dans un labo, on m'a mis des électrodes dans la tête pour voir comment mon cerveau travaillait lorsque il y avait ces perceptions tout à fait particulières. Et l'année dernière, dans un colloque du côté d'Aix-en-Provence, dans lequel j'ai été invité, j'ai parlé de toute cette époque-là. Et le thème de ma causerie, c'était X-Files revisité. Parce que X-Files, je l'ai vécu. J'ai rencontré des personnages importants de l'époque, dont un général de l'armée américaine, le général Stubblbein, etc., etc. Mais si vous voulez, c'est une aventure passionnante. J'ai voyagé tout autour du monde. Je suis allé en Polynésie, je suis allé à l'île de Pâques, j'y ai vécu 6 semaines. Alors c'est pas long, mais c'est beaucoup plus que beaucoup de gens qui passent quelques jours. Et puis bien sûr aussi en Amazonie centrale, parce que 5 de mes livres sont traduits au Brésil. Mais si vous voulez, j'ai passé une autre crise de conscience vers 2002-2003. Alors, on va arriver tout doucement dans ce thème de conférence, parce que bien sûr, ce qui était intéressant pour moi, c'était toutes ces personnes que j'ai rencontrées tout autour du monde, avec non seulement, si vous voulez, des structures qui sont fondamentalement différentes, vous comprenez, quand on travaille avec, ou quand on rencontre des Belges, des Italiens, des Espagnols, on est, si vous voulez, on est dans un petit peu, je dis bien un petit peu, dans le même cadre culturel, bien qu'il y ait bien sûr des différences culturelles inhérentes aux nationalités, mais on reste, si vous voulez, dans une communauté entre guillemets occidentale. Mais quand on travaille par exemple avec des Maoris de Polynésie, avec, je pense à Tigna, qui est le porte-parole des Indiens Fulnio. Les Fulnio, en langue Fulnio, ça s'appelait les Indiens de la rivière. Et Tigna veut dire étoile. Pourquoi il s'appelle étoile? Eh bien, quand il était enfant, il a vu un ovni. Voyez? Et donc, on parle de ça avec des gens qui n'ont pas de culture occidentale, mais qui ont un lien avec la nature et avec l'univers qui est proprement exceptionnel. Et donc, si vous voulez, l'un des grands conseils qu'on m'a donné, on m'a dit, tais-toi et écoute. Et donc, j'ai appris aussi à écouter. Mais si vous voulez, vers 2002-2003, il y a eu cette espèce de crise de conscience. Vous savez que la société occidentale, elle traverse en ce moment une période de transformation profonde. Et c'est quelque chose qui a peu à peu commencé dans les années 70 avec ce fameux, vous savez, ce qu'on appelle the American New Age. Mais le New Age, si vous voulez, c'était un ferment en profondeur qui allait permettre à des tas de gens de commencer à penser différemment, à réfléchir différemment, à avoir un lien plus privilégié avec la nature, avoir un lien aussi plus profond avec les autres êtres humains et de reconnaître quelque chose de fondamental qui est inaliénable à l'être humain, qu'on appelle en anglais des human rights, mais qu'on appelle aussi en français les droits de l'homme, mais aussi le respect, si vous voulez, à la différence de pensée, tant que ça ne met pas l'autre en danger. Et donc, si vous voulez, il y a des soubresauts actuels dans tous les pays. Il y a des crises économiques, financières, mais aussi humaines, sans qu'il n'y ait de solution réelle qui soit apportée. Je l'avais déjà dit sur Terre d'amour, il y a pas mal de temps, il y a une petite quinzaine d'années, j'avais rencontré une députée de la CE et elle me disait, on fait des réunions entre Bruxelles et Strasbourg et les réunions s'enchaînent, tous les réseaux sont tendus à se rompre, les réseaux économiques, financiers, les réseaux liés à la santé, etc. Mais nous n'avons pas de solution réelle. Lorsque j'ai écrit
ce prochain livre, hein, qui va être le 9e finalement, et que j'ai coécrit avec Marie Borel, hein, que je connais depuis 30 ans. En fait, si vous voulez, je me suis rendu compte que certains historiens, certains sociologues affirment que nous traversons un saut culturel, socio-culturel, pardon, au moins aussi important que celui du passage du Moyen-Âge vers la Renaissance. Et c'est vrai que c'est quand même un sacré saut, parce que passer du Moyen-Âge à la Renaissance, ça a été quelque chose de très important à l'époque, mais cette crise de transformation, eh bien, elle nécessite de trouver de nouveaux modèles, non seulement de nouvelles logiques, mais aussi de nouvelles possibilités de penser, voyez. Et donc, les personnes, hein, les penseurs, les théoriciens, la communauté scientifique, la communauté politique, eh bien, si vous voulez, tous ces gens, si vous voulez, ne donnent pas réellement de solutions. Il y a une espèce de mal-être croissante, et vous le savez. Moi, je suis un homme profondément optimiste, hein, parce que depuis quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'années, nous traversons des crises de mutation profondes, mais jamais les cas de burn-out, les cas de dépression, de stress, de maladies psychosomatiques n'ont été aussi nombreuses. Et donc, bien sûr, il y a les parades médicamenteuses, selon le modèle traditionnel, n'y peuvent certainement pas grand-chose. Alors c'est vrai qu'on arrive à éteindre les flammes de l'incendie, mais quelque part, il y a toujours des braises qui rougeoient. Mais vous savez que ce sont finalement, et il faut retourner vers la tradition védique, hein, ce sont la manière dont nous pensons, la manière dont nous réfléchissons, qui créent les sociétés. Je me rappelle de cette fameuse phrase d'un sénateur américain que j'avais rencontré à l'époque. Il avait dit « Je me suis rendu compte que si je voulais que le monde change, il fallait que ça commence par moi-même. » Et il avait déjà plus de 80 ans, mais la parole m'avait touché. Si je veux que le monde change, il faut que ça commence par moi. Et donc, il est tout aussi urgent pour nous, en tant qu'êtres humains, de changer de logiciel, de modifier notre manière de penser, de concevoir le monde, mais en même temps, si vous voulez, de voir ce qui ne va pas. Parce que finalement, un grand nombre de nos actions et tous les dysfonctionnements et toutes les pannes sociales qui en découlent sont liés au fait que quelque part, nous sommes des humains fragmentés. Quelque part, si vous voulez, pour moi, on va dire la démarche spirituelle ou la démarche d'un nouveau mode de pensée, c'est quelque chose de fondamental à l'époque actuelle. Nous ne pouvons plus continuer à penser, à réfléchir, à agir et à considérer le monde comme une machine, à considérer que l'être humain est une machine sophistiquée, à considérer la pathologie, mais non pas le malade, à considérer la maladie, mais non pas le malade, à considérer que nous puisons à travers toutes les ressources de la planète, alors que la planète, elle est capable de se ressourcer elle-même. Mais comme vous le savez, les ressources ne sont pas illimitées. Et donc, quelque part, si vous voulez, il y a eu des progrès importants qui ont été réalisés. Mais vous savez qu'aujourd'hui, ce progrès, il a un prix. Nous nous sommes coupés de notre vie intérieure et nous nous sommes coupés de nos valeurs profondes. Et donc, pour établir ce lien entre nous-mêmes, avec tous les autres, avec le monde et avec l'univers, il fallait qu'on passe d'un modèle purement neuronal, hein, j'y arrive tout doucement, hein, au code cardiaque, vers une forme d'intelligence beaucoup plus ouverte, capable d'embrasser toutes les données de ce monde, de plus en plus complexe, parce que vous savez que le monde devient complexe. Donc, si on pense et si on réfléchit de la même manière que nous pensions et nous réfléchissions il y a, ne serait-ce qu'il y a 20 ou 30 ans, eh bien, quelque part, ça ne marche plus. On l'a vu avec la crise financière de 2008, on l'a vu avec des sociétés, je parle d'entreprises, qui n'ont pas pu s'adapter
à l'évolution du monde actuel et qui qui ont tout simplement disparu. Mais vous savez qu'un tel déploiement de conscience, il est possible. Alors non seulement à travers toutes les techniques on va dire, de restructuration de la conscience qui ont été développées ces quelques 20-30 dernières années, mais aussi à partir de la cardioméditation. Alors, la cardioméditation, eh bien, elle ouvre la voie à quelque chose qui a peu à peu émergé on va dire, dans les cercles avant-gardistes il y a une dizaine d'années maintenant, c'est l'intelligence du cœur. Alors, vous savez, parce que le système d'analyse de notre cœur, il est bien plus rapide et bien plus complexe que notre vieux système neuronal. Vous comprenez, quelque part, si vous voulez, il y a une quinzaine d'années, je m'étais dit, mais comment trouver des outils qui n'existent pas encore pour faire face à des problématiques qui elles-mêmes n'existent pas encore, mais qui vont émerger. Si vous voulez, c'est un sacré paradoxe. Hein. Donc, est-ce que notre système neuronal, est-ce que notre système de pensée, eh bien, notre conscience était capable de trouver des solutions à ces paradigmes? C'était pas possible. Et donc, tout simplement parce que le cerveau gauche s'est structuré d'une certaine manière, le cerveau droit, lui, c'est déjà une avancée. La réunification des deux cerveaux, c'est-à-dire l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, eh bien, allait nous permettre de trouver des nouveaux modes de pensée. Est-ce que tu te rappelles, je m'adresse à vous et je m'adresse à Sylvana. Est-ce que vous vous rappelez, dans les années 80 et début des années 90, de ce mouvement holistique? Donc, on a parlé de médecine holistique, on a parlé de naturopathie holistique, on a parlé de physique holistique, etc., etc. Pourquoi holistique provient du mot grec holos, qui veut dire tout, entier. Alors, vous comprenez, si on réfléchit uniquement avec le cerveau gauche, l'approche globale holistique, elle n'est tout simplement pas possible. Si on réfléchit uniquement avec le cerveau droit, on part un peu vers les étoiles, on n'est plus ancré. Donc, ce qui allait permettre l'avènement on va dire, de la réflexion du mouvement holistique dès la fin des années 70, et même chez les physiciens, chez les mathématiciens, chez les biologistes, chez les anthropologues, chez les ethnologues. C'est pas uniquement chez des gens, si vous voulez, qui font du yoga ou qui font de la méditation. Ça touchait tout le système culturel actuel, c'est-à-dire que tous les gens, je pense à Fritjof Capra par exemple. Pourquoi Fritjof Capra, il a écrit le Tao de la physique, ce physicien américain? Eh bien tout simplement parce que ces différents cerveaux ont commencé à fonctionner ensemble. Et il a commencé à concevoir des choses qu'il ne pouvait pas conceptualiser auparavant. Voyez, si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Il y a, lorsque les 3 galions de Cortés sont arrivés dans la paix de Cozumel en 1521, donc avant 1519, pardon, donc avant l'invasion de ce malheureux pays aztèque, eh bien, il avait des missionnaires avec lui. Et il en avait un, Garcilaso de la Vega, qui était un peu comme un reporter, si vous voulez, un correspondant sur place. Et donc, il a écrit, si vous voulez, il a rencontré des pêcheurs, des gens qui étaient là. Et donc, il a fait une constatation stupéfiante, c'est qu'il avait des pêcheurs qui ne voyaient pas les galions. Alors, vous allez me dire, attendez, là, ne pas voir des galions, c'est-à-dire des navires énormes comme ça, c'est pas possible. Et même moi, quand j'ai lu Garcilaso, je me suis dit, il a dû se tromper, quoi. Ou alors la traduction espagnole, elle était mauvaise en français. Comment se fait-il que il y ait des gens qui n'aient pas vu ça? Et quelques années plus tard, j'avais lu un rapport d'anthropologue qui était allé dans le désert central de Pitjantjara en Australie. Et on était vers la fin des années 20, au début des années 30. Et donc, cette expédition a rencontré des leaders aborigènes.
Mais cette expédition, ils avaient les premiers 4x4. Hein. Il y avait des leaders aborigènes qui ne voyaient pas les 4x4. Hein. Et donc, ça a été spécifié dans le rapport de l'expédition. Et je me suis dit, bon sang, les autres, en 1520, ils n'ont pas vu les galions, enfin pas tous, mais certains. Certains aborigènes ne voyaient pas les 4x4, tout simplement parce que c'était un concept qui était tellement étranger pour eux que le cerveau n'imprimait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, c'est exactement la même chose. Si les deux hémisphères cérébraux travaillent ensemble, si un troisième réseau, le cerveau limbique, commence à travailler ensemble, eh bien, on va conceptualiser des choses que nous n'étions pas en mesure de conceptualiser auparavant, y compris, par exemple, ce que l'on appelle la fluidité neuronale. Vous comprenez que sans évolution de notre conscience, on ne peut pas opérer la révolution indispensable du siècle. Vous comprenez que c'est une révolution pacifique, bien sûr. C'est une révolution de la pensée. Au lieu de dire révolution, je pourrais dire saut quantique. C'est-à-dire, c'est pas une évolution d'éléments qui existent déjà et qui sont des raffinements, mais c'est quelque chose de fondamentalement différent. C'est une logique aussi différente que de passer de la physique classique du 17 et du 19e siècle, 17, 18, 19e siècle, avec la logique de la mécanique quantique qui allait surgir dès la fin du 19e siècle, avec bien sûr la découverte de l'électron en 1897. Alors, vous comprenez, il y a cette révolution de conscience, elle ne peut se faire que si on arrive à créer une nouvelle alliance entre notre corps, notre mental, notre intelligence et l'intelligence discrète de notre cœur. Alors, la pratique de la cardio-méditation, hein, j'y viens tout doucement, eh bien, elle représente vraiment un pas important de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors, techniquement, dès la fin des années 70, dès les années 80, deux neurophysiologistes américains, John et Beatrice Lassé, avaient découvert qu'il y avait un petit réseau neuronal dans le cœur, que le cœur pensait, que le cœur réfléchissait, que le cœur mémorisait et que le cœur prenait des décisions qui étaient indépendantes du système neuronal classique, celui que nous utilisons dans notre vie de tous les jours. Ça voulait dire tout simplement qu'il y avait un petit cerveau dans notre cœur. Alors, c'est vrai que j'ai appris énormément de choses sur le cœur. D'abord, vous voulez, je me suis intéressé à la partie, on va dire, neuronale du cœur. Ensuite, à la partie vibratoire. Et puis aussi, bien sûr, à la partie physique. Vous savez que le cœur, c'est vraiment un organe particulier. D'abord, il ne pèse que 300 grammes chez l'adulte, alors que notre foie, hein, c'est ce qui nous permet de boire du vin, par exemple, hein, eh bien, ne fait 1,5 kg. Donc, le foie fait 1,5 kg, mais notre cœur ne fait que 300 grammes. Et en plus, on ne sait toujours pas aujourd'hui comment il s'est mis en route à peu près 2-3 semaines fétales. C'est-à-dire, au bout de 2-3 semaines, il y a un groupe de cellules spécialisées qui se rassemblent, et puis tout ça, ça commence à battre, et c'est parti. Votre cœur bat 80 000 fois par jour, et lorsque vous partirez vers la claire lumière de félicité, hein, des Tibétains, ou le firmament, ou le paradis, ou ce que vous voulez, enfin on va dire là-haut, eh bien il aura battu plus de 2 milliards de fois. Et c'est le seul organe pour lequel le cancer n'existe pas. Il y a un cancer de n'importe quoi dans le corps, hein, mais lui, non. Vous voyez? Et donc cet organe, littéralement, il m'a fasciné. J'ai appris, une fois encore, beaucoup de choses. C'est vraiment une horloge, si vous voulez, intérieure, une sorte d'oscillateur naturel qui est capable de synchroniser toutes nos fonctions biologiques, d'accroître notre tonus psychique, d'harmoniser notre fonctionnement émotionnel et même
d'améliorer notre aptitude à penser juste, à penser vite, et puis surtout, à penser bien. Donc, premièrement, le cœur, il a donc ce petit cerveau qui pense, qui réfléchit, qui analyse, qui mémorise, et qui va prendre des décisions indépendantes de notre cerveau. Pourquoi? Parce que les mesures démontrent que lorsque nous avons des pensées qui descendent vers notre cœur, eh bien le cœur n'obéit pas toujours. Mais lorsque le cœur lui envoie des pensées vers le réseau neuronal que nous connaissons, eh bien le cerveau suit les instructions du cœur. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est lorsque votre cœur, vous savez qu'il bat normalement, à peu près à 70 battements par minute. Alors bien sûr, des gens, les grands sportifs, par exemple, arrivent à faire descendre leur cœur jusqu'à 40, voire 50 battements par minute. Hein, en dessous, c'est un peu dangereux. Mais aussi, votre cœur, il peut s'emballer. Hein, il va monter à 130, 150, voire plus, si vous êtes sous le coup d'une émotion intense. Donc, le cœur, lorsque vous prenez votre tension, par exemple 70 battements par minute, 70 pulsations, eh bien, il n'est pas toujours à 70 pulsations. Il va monter à 90, à 70, à 60, à 105, à 80, même si vous êtes dans un état de calme, sauf, bien sûr, si vous êtes dans un état méditatif ou un état profondément relaxé. Théoriquement, techniquement, votre cœur va battre au même rythme. Mais la différence des pulsations sur un temps donné, on l'appelle le taux de variabilité cardiaque. Et ce taux de variabilité cardiaque, puisque si vous voulez, les pulsations cardiaques varient, eh bien, vont donner, au lieu d'avoir une courbe à peu près constante, eh bien, ça va être une courbe complètement hachée. Et donc, cette courbe hachée, c'est un langage, c'est comme un morse que le cœur envoie vers le cerveau. Et donc, il va envoyer on va dire, ce dysfonctionnement vers tout le système périphérique, c'est-à-dire tous nos organes, les autres cerveaux. Parce que, bien sûr, le cœur, eh bien, c'est l'un des cerveaux. Notre réseau neuronal, c'est l'un des cerveaux. Nous fonctionnons littéralement avec la partie la plus petite, la plus obscure, la plus matérielle de notre conscience, mais aussi de nos possibilités. On a découvert, en fait, qu'il y avait un ensemble de 7 cerveaux. Cerveau droit, cerveau gauche, rhinencéphale, qui est le cerveau olfactif. Rhinencéphale, si vous voulez, c'est un cerveau qui s'est un petit peu, on va dire, qui s'est affaibli à travers les âges. Si vous voulez, les hommes de la préhistoire, les hommes, les femmes de la préhistoire, eh bien, étaient capables de sentir à des kilomètres. Ça marche encore aujourd'hui. On fait la différence entre un plat varié et puis un plat frais, entre quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis 8 jours et quelqu'un qui sent bon. Voilà. Donc ça, c'est le rôle du rhinencéphale. Mais laissez-moi vous donner une anecdote. Le rhinencéphale, le cerveau olfactif, c'est un cerveau particulier parce que il est capable de contenir des réseaux mémoriels, émotionnels. J'ai eu en séminaire il y a quelques années une femme qui avait perdu l'odorat à l'âge de 13 ans parce que son père a fait un coma diabétique devant elle. Et donc le choc a été tel que le lendemain, elle avait perdu l'odorat. C'était la femme d'un médecin. Elle avait déjà une cinquantaine d'années. Donc, quand je dis déjà, ça voulait dire elle avait perdu l'odorat depuis plus de 40 ans. Et donc, en fait, j'ai utilisé la cardioméditation, que j'appelais pas comme ça à l'époque, je parlais des techniques de cohérence cardiaque, et puis aussi, j'ai utilisé, enfin je l'ai pas là, mais si vous voulez, un bâton chromatique, et j'ai envoyé une information lumineuse à travers ces deux narines avec menthe poivrée.
Et donc, j'ai envoyé une information de libération somato-émotionnelle de ce qui s'était passé quand elle avait 13 ans. C'était un dimanche matin, le lundi soir, elle avait retrouvé l'odorat. Voyez. Donc, il y a Proust l'a expliqué en parlant de la Madeleine de Proust. Hein, par exemple, moi je suis alsacien d'origine, ma grand-mère faisait des gâteaux à la cannelle. Donc lorsque j'étais enfant, eh bien je donnais un coup de main à faire les gâteaux. Mais quand je sens la cannelle encore aujourd'hui, ça me ramène dans la cuisine de ma grand-mère. Alors ce ne sont pas seulement des souvenirs conscients, ce sont aussi des informations qui sont stockées dans le cerveau olfactif. Ensuite, il y a le cerveau limbique. On est cerveau droit, cerveau gauche, rhinencéphale, cerveau limbique. Donc, cerveau limbique, c'est, si vous voulez, c'est le cervelet. C'est vraiment le siège de nos émotions, avec l'hippocampe, hein, qui est un siège émotionnel important, et puis surtout ce réseau si particulier qu'on appelle le réseau amygdalien. Amygdalien parce que ce sont deux organes qui ont des formes d'amande, et amande en grec se dit amygdale. Alors ce ne sont pas ces amygdales-là, ce sont le réseau amygdalien. Par exemple, lorsque vous sursautez, eh bien c'est ce réseau-là qui en une fraction de seconde met votre corps en état d'alerte. Mais si vous voulez, ce réseau, avec l'avènement de la civilisation, il s'est peu à peu déréglé. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont sous l'influence déréglée de ce réseau amygdalien. Lorsque ce réseau amygdalien devient trop chargé émotionnellement parlant, eh bien, le système va se dérégler complètement et vous allez avoir ce qu'on appelle ou le burn-out ou une dépression nerveuse. Donc, quelque part, il fallait chercher aussi au niveau neuronal. Bien sûr, hein, il y a des techniques, si vous voulez, de relaxation profonde, des techniques d'expansion de conscience, hein, que j'ai utilisées aussi pendant pas mal d'années, mais il y a aussi le côté neuronal qui est un petit peu oublié. Ensuite, il y a un petit réseau neuronal au plexus solaire, hein, qui s'appelle le cerveau solarien. Ce sont quelques petits neurones, quelques centaines de neurones qui sont là, mais qui ont aussi leur importance, avec ces nœuds que l'on a au plexus. Ensuite, il y a le fameux cerveau intestinal. Cerveau intestinal, 100 milliards de neurones. Vous savez que notre cœur n'en contient que 40 000. Alors vous allez dire 40 000 neurones, c'est pas grand-chose par rapport aux milliards de neurones ici, hein, aux milliards de neurones, mais aussi aux 100 milliards de neurones de notre cerveau intestinal. Oui, mais le cœur, c'est un organe particulier. Donc, on a ce cerveau intestinal, et puis le dernier, si vous voulez, qui est le cerveau de la peau, le cerveau de l'épiderme. Alors, c'est un petit peu l'oublier parce qu'il fait 2 mètres carrés, il fait 7 à 8% du poids de notre corps. Si par exemple vous pesez 60 kilos, eh bien vous avez pratiquement 5 kilos de peau. Mais surtout, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a 724 000 terminaisons nerveuses. Ce sont des microscanners de température, de luminosité, de pression et aussi des capteurs émotionnels. Et donc ces dizaines de milliers d'informations convergent sans arrêt vers le réseau neuronal. Mais j'ai aussi appris autre chose en écrivant le livre dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Eh bien, c'est que au moment de la vie embryonnaire, c'est-à-dire à quelques heures ou quelques jours de vie embryonnaire, vous allez avoir des cellules qui s'assemblent en 3 feuillets. Et ces feuillets vont peu à peu se développer. Mais ils se développent ensemble tout d'abord. Le premier feuillet va donner notre cerveau, le réseau neuronal. Le deuxième feuillet, eh bien, va donner notre système nerveux central. Et le troisième feuillet va donner notre peau. C'est-à-dire que c'est le même groupe de cellules au départ qui a permis le développement, j'allais dire la fabrication, le développement et du cerveau et du système nerveux central, et puis
de notre peau. Alors vous comprenez qu'il y a un lien entre nos émotions et par exemple les réactions cutanées, hein, les gens qui font de l'eczéma, les gens qui font du psoriasis, etc., etc. Et puis bien sûr, le dernier, qui est le premier, c'est le réseau neuronal du cœur. Et donc, pourquoi c'est le premier? Eh bien, parce que les recherches ont démontré que c'est lui qui allait embarquer dans tout son système de travail toutes les autres horloges. Cerveau droit, cerveau gauche, rhinencéphale, cerveau limbique, cerveau solarien, cerveau intestinal, et puis le cerveau épidermique, le cerveau de la peau. Et donc, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le cœur est comme un oscillateur quantique. Il va embarquer dans son rythme toutes les autres horloges du corps. Maintenant, il y a donc les techniques de cohérence neurocardiovasculaire. C'est ce qui a été fait et développé depuis quelques années déjà. Donc, vous savez que le cœur génère un signal électrique. Ce signal électrique, il est cohérent ou incohérent. Mais dans la majorité des cas, c'est un signal incohérent. Donc, j'ai créé un son qui s'appelle cardiosmose et donc qui va permettre la restructuration non seulement de la manière dont le cœur fonctionne, mais de toutes les horloges dites biocorporelles. Pourquoi? Parce que lorsque le cœur entend le son que j'ai créé et qui correspond en analyse spectrale ce rythme cardiaque particulier qui est le taux de variabilité cardiaque, eh bien le cœur apprend à fonctionner dans son rythme optimal, c'est-à-dire qu'il devient cohérent, d'où le terme de cohérence neurocardiovasculaire. Alors, dans les techniques de cohérence neurocardiovasculaire, on va donc apprendre aux gens à dire, vous allez inspirer à travers votre cœur des sentiments d'estime, des sentiments d'amour, des sentiments de compassion. Mais vous comprenez bien que si vous êtes explosé, si vous êtes mal, si vous êtes malade, si vous êtes en souffrance, si vous êtes émotionnellement perturbé, si on est en dépression, si on est en burn-out, vous comprenez que respirer des sentiments d'estime de soi, c'est une mission impossible. On va le faire quelques secondes, mais on est tellement mal que ça le fait pas. Si vous voulez, je pense, par exemple, j'ai eu un de mes bons amis en ligne il y a quelques temps. Et je lui dis comment tu vas? Il me dit oh j'étais pas bien, j'étais mal. Je dis mais pourquoi tu m'as pas appelé? Pourquoi tu es pas venu? Il me dit j'étais trop mal pour faire quoi que ce soit. Vous comprenez? Donc là, c'est un peu la même chose. Et je me suis dit, mais il faut créer quelque chose qui permette aux gens une restructuration du cœur sans que les choses ne soient trop difficiles à faire. Donc, d'où est né le son cardiosmose. Maintenant, on va passer de la cohérence neurocardiovasculaire vers la cardioméditation. Cardioméditation, ça peut aussi être la cardiodynamique. Le cœur génère des signaux électriques. S'il génère des signaux électriques, eh bien, il va générer un champ électromagnétique. Ce sont les lois de Maxwell et Faraday du 19e siècle. Et donc, votre cœur génère un champ cardio-électromagnétique. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que votre cœur non seulement génère un champ électromagnétique, mais ce champ, il est 6000 fois plus fort que celui généré par le cerveau et il est mesurable et détectable jusqu'à 2,50 m. Et vraisemblablement au-delà, mais les appareils ne sont plus suffisamment fiables. Ce qui veut dire que votre cœur émet une onde porteuse, exactement comme les ondes porteuses en radio, les ondes porteuses en télévision. Vous avez des ondes porteuses, mais on ne les voit pas. Les ondes télé ou les ondes radio, on ne les voit pas, donc il faut un décodeur.
Et donc, ce décodeur va être un poste de radio, un poste de télé, ou alors, par exemple, cet écran informatique. Mais si vous voulez, on est relié par quelque chose d'invisible, mais qui est réel. Et donc, le cœur, il émet non seulement une information, mais il émet une énergie. Et donc, cette énergie-information générée par notre cœur, eh bien, non seulement elle émet jusqu'à plusieurs mètres, mais elle traverse aussi tout notre monde cellulaire. Lorsque j'ai créé Cardiosmose dans les années du début et les techniques de cohérence dites neurocardiovasculaires, eh bien, je demandais aux gens, par exemple, d'orienter le champ électromagnétique généré par le cœur vers l'endroit où ils avaient mal, vers la tumeur cancéreuse, vers le mal de tête, vers littéralement n'importe quoi. Je demandais aux personnes, par exemple, de respirer à travers le cœur. Je leur disais, vous allez basculer votre centre d'attention de votre tête vers votre cœur et vous allez respirer à travers votre cœur l'énergie suivante. Je respire à travers mon cœur une stabilité, un bien-être et la santé intégrale. Stabilité émotionnelle, vitalité, bien-être, santé intégrale. Vitalité, bien-être, santé intégrale. Vitalité, santé, bien-être et santé intégrale. Je vous garantis que si vous faites cela, votre cœur non seulement va entrer en ce qu'on appelle en cohérence, c'est-à-dire un rythme constant, mais aussi tout votre système va entrer dans un champ d'énergie qu'on appelle vitalité, bien-être émotionnel, santé intégrale. Et donc, j'ai créé tout un ensemble de techniques. C'est la raison pour laquelle le livre qui va paraître s'appelle « Le guide pratique de la cohérence cardiaque », mais en sous-titre « La cardioméditation pour vivre mieux au quotidien ». Et donc, il y a 25 exercices. Si vous voulez, vers la fin, tout à l'heure, je vous proposerai ensemble de faire un exercice de cardioméditation. Alors, voilà, si vous voulez, je vous dirai ce qu'on peut faire. Mais donc, il y a cette énergie information qui est générée par notre cœur. Vous comprenez que si vous êtes en accompagnement thérapeutique, si vous êtes dans les métiers de l'éducation, dans les métiers de la négociation commerciale, ou tout simplement le fait de vivre bien avec les autres, eh bien, quelque part, vous allez avoir une réaction, vous allez avoir un lien tout à fait particulier, non seulement avec les gens que vous côtoyez, mais réellement le vivant dans l'univers sous toutes ses formes. Moi, je l'ai fait dans mon jardin. Alors, bon, vous savez, bien sûr que le vivant se cache sous des formes tout particulières, et non seulement l'animal, le végétal et le minéral, mais aussi des objets a priori inanimés. Par exemple, vous avez un projet d'écriture de livre, mais ce livre que vous projetez d'écrire, enfin moi j'ai écrit comme ça, et j'écris comme ça sur mes livres, eh bien ces livres, ils ont une intelligence. Et donc quelque part, dans les années du début, je réalisais que le livre que j'étais en train d'écrire, lui, il s'écrivait dans son univers. Et donc je créais un partenariat avec l'intelligence du livre, et donc on travaillait à deux. Ensuite, quand j'ai écrit La révolution de la pensée intégrale en 2013, donc là, je connaissais déjà les techniques de cohérence cardiaque. Et donc, j'ai respiré l'intelligence du livre que j'étais en train d'écrire à travers mon cœur. C'est-à-dire que quelque part, je créais un lien avec même quelque chose qui est un concept. Vous avez un projet, vous postulez pour un poste dans une entreprise,
vous voulez, par exemple, acheter une maison, louer un appartement, respirer l'énergie de l'appartement que vous souhaitez louer et qui correspond à vos désirs. Ce ne sont pas des vœux pieux, ce sont 15 ans de travail avec des milliers de personnes. On a vu les résultats. On l'a vu dans l'enseignement, par exemple, Sylvana, je crois que tu as une amie qui est professeure dans un lycée pour ados difficiles. Alors, bon, on peut le dire, les ados, déjà, ça traverse des crises d'ados. Donc, un lycée pour ados difficiles, ça doit quand même pas être évident à gérer, quoi. Et donc, cette professeure, elle a fait écouter le son que j'avais créé aux ados. Et donc, je la remercie encore parce que je pense à elle et je parle d'elle à certaines occasions. Et donc, Elle est ici ce soir, elle nous écoute d'ailleurs. ah, alors bonjour, bonjour, bonjour. Je me rappelle plus de son prénom, C'est mais Isabelle. Isabelle, bonjour. Et donc, c'est vrai que Isabelle m'a envoyé un rapport qui était superbe sur la réaction des ados. Certains avaient la tête entre les mains, d'autres, quelques-uns pleuraient. Bref, si vous voulez, il y a vraiment eu, on pourrait dire, une espèce de mutation du comportement des ados. Et je me rappelle d'un professeur, une femme encore, à Genève. Elle a fait travailler les enfants en cohérence cardiaque. Et donc, peu de temps après, il y a eu quelques parents d'élèves qui sont venus la voir et qui lui disent dites donc, qu'est-ce que vous faites faire à nos enfants? Et alors, elle leur explique, elle leur dit, je leur ferai écouter un son, je les fais travailler avec le cœur, je leur fais imaginer que le cœur, il a une petite bouche, un petit nez, et puis que le cœur, il respire, etc. Et ils disent, mais parce que les enfants, ils font mieux leurs devoirs, ils dorment mieux, ils ont l'air moins fous, etc. Est-ce que vous pourriez nous faire travailler nous aussi? Et donc, il y a un groupe de parents d'élèves qui se sont réunis, et donc cette professeure suisse donc fait travailler les parents d'élèves en cohérence cardiaque. Voyez. Et puis une dernière année, enfin il y en aurait plein, mais il y a 2 ans, j'ai été invité à une opération de chirurgie cardiaque à l'hôpital américain à Rio de Janeiro. Pourquoi? Parce que le chirurgien cardiaque, c'est l'un des chirurgiens les plus réputés du Brésil. Il a 7000 opérations à son actif et pas une erreur, dit-il. Et il a travaillé plusieurs années au Texas, aux États-Unis, et donc où il a appris la cardiologie de pointe, voilà, la chirurgie cardiaque de pointe. Mais cet homme, il a une fille qui a 28 ans. Cette fille est psychologue et boum, elle a lu mes livres. Elle dit papa, il y a Patrick Drouot qui parle de cohérence cardiaque, ça pourrait t'intéresser. Et donc j'ai été invité à faire une présentation de mes travaux dans cet hôpital il y a 2 ans. Donc il m'a invité à assister à une opération de chirurgie cardiaque. Alors c'est vrai que c'est particulier parce qu'au départ ça fait un bruit de menuiserie. Vous comprenez, on boustille le thorax, ça s'appelle une sternotomie, et puis on ouvre peu à peu, si vous voulez, la cage thoracique, et c'est vrai que c'est émouvant, parce que vous voyez, si vous voulez, un petit quelque chose qui bat dans une cavité cardiaque. Et c'est vrai que c'est émouvant, c'est pas très sanguinolent, si vous me permettez, ça saigne peu, mais donc voilà, il y a cette opération, le cœur est arrêté pendant 32 minutes, mais si vous voulez, le cœur possède sa propre petite usine électrique, et donc ça passe par un cœur artificiel, et c'est la pression du sang qui revient dans le cœur qui le refait démarrer, quoi. Et écoutez, c'est quand même une opération importante. Alors j'ai un petit film, à un moment donné, le chirurgien, il prend le cœur comme ça dans sa main. Vous voyez, il fait ça, quoi. Et je lui dis, parce qu'il parle français, je lui dis donc,
Tu le caresses, le cœur? Il me dit, oui, il est un petit peu effrayé, il faut le rassurer. On est au Brésil. Alors pourquoi je le reprécise? Parce qu'à un moment donné, le technicien qui s'occupe du cœur artificiel se tourne et je le vois méditer. Donc, j'allais pas l'interrompre. Et à la fin de l'opération, ça dure 4h30, je lui dis, dis donc, t'as médité tout à l'heure, là? Ah, il me dit, avant chaque opération, je médite pour l'équipe, pour le patient et pour que tout se passe bien. On est au Brésil. Mais ça vient par chez nous aussi, quoi. Et donc, si vous voulez, je raconte cette anecdote parce que tout simplement, le patient, il a cicatrisé à une vitesse totalement anormale. Il est sorti au bout de 5 jours. La semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un qui a eu une opération cardiaque. Et je lui dis, vous êtes resté combien de temps à l'hôpital? Elle me dit, je suis resté 15 jours. 15 jours, 5 jours. Donc, on a vu aussi qu'il y avait une cicatrisation anormalement rapide au niveau tissulaire et puis au niveau, si vous voulez, cellulaire. Donc, il y a une régénération cellulaire et tissulaire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement à cause des champs cardio-électromagnétiques générés par le cœur lorsque nous sommes en cohérence. Maintenant, vous comprenez, on arrive tout doucement à un autre stade. Et là, il faut que je fasse un développement sur l'univers court. Vous savez, dans les années 80, je m'étais intéressé aux travaux d'un physicien qui s'appelle Heinz Pagels. Pagels, malheureusement, il est décédé, il a eu un accident de montagne. C'était un physicien américain, il est décédé dans le Colorado. Mais ce qui est très particulier, c'est que 2 mois avant sa mort, il a rêvé de sa mort. Il a rêvé, il l'a écrit, il a dit, c'est drôle, j'ai fait un rêve, il a décrit l'endroit, il a décrit son corps, comment il a été retrouvé 2 jours après, etc. Mais Heinz Pagels, si vous voulez, il avait émis une idée qui allait être reprise par d'autres physiciens. Il a émis l'idée qu'il y a des pulsations codées qui proviennent du cosmos et qui sont un espèce de bruit de fond du Big Bang originel. Alors vous savez que l'univers s'est créé à partir de ce Big Bang originel, à partir de cette énergie originelle. Mais les physiciens et les théoriciens avant-gardistes de la science commencent à réaliser qu'une énergie, c'est d'abord une information. L'énergie de la maladie, l'énergie d'une perturbation émotionnelle, c'est d'abord une information. Où est codifiée cette information? Dans nos corps d'énergie. C'est la raison pour laquelle on va travailler sur des réseaux mémoriels de pathologie, des réseaux mémoriels émotionnels qui sont inscrits dans nos corps d'énergie. Mais si je reviens à l'origine de l'univers, le Big Bang, c'est une énergie-information, ou c'est une information d'abord qui a généré une énergie, qui a généré le Big Bang originel. Et donc ça, les théoriciens de la cosmologie primordiale, c'est-à-dire le tout début de l'univers, l'ont appelé le code cosmique. Et le code cosmique, c'est quelque chose de parfait. Il a créé, même si nous on court comme des fous sur notre planète, mais l'univers, c'est quelque chose d'extraordinairement ordonné. Pourquoi, par exemple, un proton fait 1835 fois la masse d'un neutron? Pourquoi pas 1834 ou pourquoi pas 1836? Eh bien, tout simplement parce que les physiciens des particules ont expliqué que si c'était 1834 ou 1836, l'univers ne pourrait tout simplement pas exister. Et donc, quelque part, cette espèce de perfection
de l'univers du début, qui est une information, eh bien, s'appelle le code cosmique. Et donc, comme j'ai fait travailler les gens sur leur futur à potentiel maximal, vous voyez, je vais reprendre. Voyez, je vais vous montrer, enfin, je sais pas si, vous voyez, regardez. Ça, c'est, alors bon, il faudrait le voir, vous voyez, oui. Hein. Par exemple, si vous voulez, ce sont des séries d'exercices que j'ai mis dans ce livre, donc ça s'appelle le guide pratique de la cohérence cardiaque. Il y a 4 thèmes. Vivre mieux avec votre corps, dans votre corps, vivre mieux avec vous-même, vivre mieux avec les autres, et puis créer un futur positif. Mais par exemple, si vous voulez, le dernier exercice, qui est le 25e, parce qu'il y a 25 types d'exercices dans lesquels il y a un CD de démo inclus, eh bien, c'est synchroniser votre code cardiaque à la perfection du code cosmique. Et donc, c'est ce que je vous souhaite, c'est de synchroniser votre code cardiaque, c'est-à-dire l'énergie information qui est issue par votre cœur, à la perfection du code cosmique. Mais on pourrait faire des tas d'autres choses. Imaginez par exemple que vous respiriez des aspects karmiques positifs. Imaginez par exemple que vous respiriez, je sais pas, l'énergie d'un ange, que vous respiriez l'énergie de la beauté d'un lever de soleil. Vous comprenez bien que votre cœur va réagir. L'énergie information absorbée par votre cœur, qui va le processer à travers son cerveau, va renvoyer ça vers la partie supérieure de notre système, qui est le système neuronal classique. Et quelque part, toutes les horloges, eh bien, vont se caler sur la beauté d'un soleil levant. Par exemple, on peut, je sais pas, il y a littéralement, c'est illimité tout ce qu'on peut faire. Par exemple, vous caler sur un futur positif. Vous dire, voilà, je respire à travers mon cœur l'énergie d'un futur positif. Je respire à travers mon cœur la beauté qui existe dans l'univers. Mais il faut le faire. Il ne faut pas dire, tiens, je vais le faire en me brossant les dents. Si vous pouvez le faire, si vous l'avez fait un certain nombre de fois avant. Parce qu'à un moment donné, si vous utilisez, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le faire aussi, mais si vous utilisez le son que j'ai créé, à un moment donné, eh bien, vous n'avez plus besoin du son. Pourquoi? Parce que votre cœur a enregistré le son. Vous êtes dans une réunion professionnelle, vous pensez une fois, je respire à travers mon cœur, créativité, stabilité, c'est tout. Votre cœur, il se met, si vous voulez, en cohérence et vous êtes opérationnel, vous entrez dans un état de fluidité neuronale intégrale. Alors, c'est pas moi qui le dis, je vous ai donné quelques exemples, mais il y a des tas d'autres exemples. Il y a un endroit sur la planète où le son que j'ai créé il a été passé chez les dauphins. Et donc, les dauphins sont sortis de l'eau et ils ont commencé, si vous voulez, alors ils ont un technique, ils ont un mot, hein, ceux qui connaissent les dauphins sont mis debout et avec leur nageoire de queue, ils ont commencé à battre. Il y en a d'autres qui ont, si vous voulez, ils ont mis la tête dans l'eau, ils ont alternativement, ils ont écouté ce qui est en train de se passer. Donc, quelque part, c'est pas uniquement le son qui est important, mais c'est la possibilité de comprendre que notre cœur, c'est quelque chose de beaucoup plus important que la manière de penser et de réfléchir de notre réseau neuronal classique. Si nous voulons changer le monde, eh bien, comme dans Heroes, c'est sauver le monde. Voyez, c'est pas seulement que ça commence par nous-mêmes, mais peut-être aussi de commencer à penser et à réfléchir à travers la puissance, à travers
la beauté et l'élégance de notre cœur. Parce que notre cœur, il est élégant, il est aimant, il est puissant. Quelque part aussi, et si vous voulez, un dernier point, il y a encore d'autres choses à dire, mais notre cœur génère une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Lorsque lorsque on devient fou après une dame ou une demoiselle, lorsque vous devenez folle, mesdames, eh bien, vous êtes drogué à l'ocytocine. Votre cœur génère des flots d'ocytocine. C'est ce qui nous permet de voir la vie en rose, par exemple. Voyez. Donc, lorsque vous êtes en cohérence cardiaque, eh bien, notre cœur génère des flots d'ocytocine. C'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone du bien-être, c'est l'hormone de la créativité, c'est l'hormone du non-jugement. C'est une hormone, si vous voulez, qui va contrebalancer toutes les hormones du stress. Par exemple, le cortisol, l'adrénaline que nous connaissons tous, noradrénaline, catécholamine, bref, si vous voulez, ces hormones qui, on en a besoin. Un petit peu d'adrénaline, c'est quand même un sacré carburant. Mais vous comprenez que trop d'adrénaline, eh bien à ce moment-là, tout le système nerveux central, il est sous pression constante et à un moment donné, il s'effondre. Et c'est soit la dépression nerveuse, soit le fameux burn-out. Voilà. Je voulais, donc, si vous voulez, on va faire cet exercice de synchronisation de votre code cardiaque au code cosmique. Alors, j'ai besoin de faire un essai, excusez-moi, et je voudrais simplement voir si on entend le son. Ça va? Voilà. Alors, si vous voulez, vous pourriez conserver les yeux ouverts, mais pendant quelques instants, peut-être, fermer les yeux. Et puis, je vais compter de 10 à 1. À chaque chiffre, à chaque compte, à chaque nombre, vous allez permettre à votre esprit de se calmer, calme, tranquille. Que vous soyez assis, que vous soyez allongé, calme, tranquille. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà, votre corps est calme, votre esprit est tranquille. Je voudrais que vous basculiez votre centre d'attention de votre tête vers votre cœur. Ce cœur qui aime, ce cœur qui pense, ce cœur qui vit. Et pendant quelques instants, vous allez penser, je respire à travers mon cœur la perfection du code cosmique. Je respire à travers mon cœur la perfection du code cosmique originel. Et je respire à travers mon cœur la perfection du code cosmique originel. Je respire à travers mon cœur la perfection du code cosmique originel. Je reste silencieux. Vous pensez, je respire à travers mon cœur la perfection du code cosmique originel. C'est parti.
Voilà. Je vais maintenant compter de 1 à 5. À 5, nous allons prendre une respiration profonde et ouvrir nos yeux. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est, voilà. Donc, vous le faites et vous le refaites. Je respire à travers mon cœur, la force, la beauté, la magnificence de l'univers. Vous comprenez, vous pouvez multiplier les exercices. C'est la cardio-méditation. Et donc, je formule tous mes vœux les plus profonds, les plus sincères, pour que la beauté et l'élégance de l'intelligence de votre cœur vous emmènent pour tout le restant de votre existence vers des chemins de beauté, des chemins d'harmonie, des chemins de prospérité. Merci beaucoup. Merci. Merci 1000 fois. Sylvana, merci. Je t'embrasse fort fort, je te serre dans mes bras. Je vous serre tous dans mes bras. Hein, j'ai pas les bras assez larges, mais voilà, le cœur y est. Voilà. Merci infiniment pour cette merveilleuse soirée en ta compagnie. Alors, j'ai fait passer ton site là pour que vous l'ayez sur la fenêtre chat. Et je vous rappelle le stage, hein, parce que là, il faut venir te voir avec ce merveilleux outil qui peut bouleverser une vie. Hein. C'est vrai que tu as bouleversé la mienne, tu m'as beaucoup aidé. Donc, vraiment, allez-y. Donc, c'est à Nice et puis sûrement, tu fais un tour en ce moment et on peut te retrouver dans d'autres villes. J'ai mis le site parce que tout est dessus. Et voilà, et on t'aime très fort, Patrick Drouot. Merci. Merci, merci. Voilà, merci à tous. Merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, pour une nouvelle webconférence. Et d'ici là, portez-vous bien, soyez heureux, respirez à travers votre cœur. Et je rappelle, un 27, c'est encore une conférence sur Nice, le 27 avril et le 29 et 30 avril, un stage sur ce thème qui est merveilleux. Voilà. Et bientôt le livre que je vais acheter, je vais courir l'acheter. Merci, merci, merci. Au revoir à tous. Merci à tous. Alors, vous retrouverez pour les abonnés l'enregistrement, si jamais vous voulez réécouter sur notre espace perso sur Terre d'amour. Voilà. Au revoir à tous. Merci d'avoir été nombreux. Au revoir.